peut pas. On ne voit pas, ah oui. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on ne voit pas les gens. Oui, oui, oui. Comment allez-vous? Ça va? Et vous donnez des nouvelles. Très bien. Le monument est restauré et les travaux ont commencé. Voilà. Allez. On y va. Bon, allez. Mesdames et messieurs, alors il nous manque un groupe de travail. Mais comme c'est le groupe qui est en tort, on va commencer sans eux. Hein? Même à l'UNESCO, il faut être à l'heure. Voilà, c'est notre slogan. Alors, nous avons une conclusion des travaux avec d'abord 2 historiens. Ah non, Jean-Paul Amotte qui est géographe, j'allais me tromper. Jean-Paul Amotte qui est géographe, il se présentera. Et Laurent Jalabert qui est lui historien. Je vous laisserai vous présenter. Et puis, nous dirons quelques mots avant de nous séparer sur l'ensemble de cette journée. Voilà. Alors, qui est-ce qui intervient le premier? Monsieur Jalabert, à vous. Allez, l'historien d'abord. Ah oui, C'est vous qui vous présentez, hein, peut-être, monsieur Jalabert. C'est plus simple. oui, ça fonctionne. Vous m'entendez comme ça? Oui, parce qu'on ne se rend pas compte. Oui, bonjour, je vais me présenter très brièvement, hein, Laurent Jalabert, donc à l'Université de Lorraine. Et donc, je travaille notamment en partenariat avec le Conseil général de Meurthe-et-Moselle pour ces questions du centenaire. Alors, on m'a demandé de faire ici une approche et un petit peu de type, on va dire, mémoriel autour de la Grande Guerre. J'ai appelé ça le centenaire et après, mémoire et perspective. Et je vais accentuer mon propos sur la question notamment de la place de l'Allemagne et des interrogations que ça suscite pour la France, de ce semblant de non-mouvement qui se passe en Allemagne, avec des éclairages, vous le verrez aussi, sur la situation en Moselle actuellement. On verra certains points là-dessus. Alors en effet, c'est lorsque l'on aborde la question du centenaire, cela signifierait aborder beaucoup d'éléments, aborder la question des médias actuellement, les études historiques, la littérature, l'école. Pour ne prendre que l'école, je vais aller très très vite là-dessus, c'est pas du tout détaillé. Il faut bien voir qu'en France, le conflit mondial a encore de la place, et je vous renvoie sur le site de la mission 14-18, où là il y a déjà le texte de l'inspecteur général sur la question de la place de la Grande Guerre dans les programmes scolaires, pour le détail. En revanche, pour ce qui est de l'Allemagne, je me suis un tout petit peu renseigné, et c'est intéressant pour faire bref, notamment si on prend l'équivalent de la classe de 3e, on se rend compte que la Grande Guerre est traitée en sûrement et grand maximum 3/4 d'heure. Ça vous donne un petit peu la teneur. Et dans les manuels scolaires, en gros, on oscille entre 8 et 10% de pages qui peuvent concerner directement ou indirectement la Grande Guerre. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer déjà que, ça, bien sûr, il y a un substrat certainement différent. Et on peut regarder un petit peu ailleurs. Toujours en introduction, concernant les études historiques, je n'ai pas du tout fait une analyse détaillée. Il en existe beaucoup en Allemagne. Certainement historique, j'entends, hein, certainement autant qu'en France. Hein, mais cela étant, peut-être qu'en Allemagne, la différence, c'est qu'il y a nettement moins de gens qui s'autorisent, on va dire, à écrire sur le sujet par rapport à la France. Bref, on pourrait dire qu'en Allemagne, le sujet est peut-être davantage travaillé par des historiens de métier. En ce qui concerne les médias, la question de la Grande Guerre n'est pas du tout négligée en Allemagne. La télévision projette régulièrement des documentaires. Mais c'est vrai, à chaque fois, c'est dans cette perspective de ce qui a préparé la Seconde Guerre mondiale. Enfin, très souvent, c'est ce qui apparaît. Voilà. Bref, je vais raccourcir la chose. Tout ça pour dire qu'il semble que d'un côté, on ait un mouvement de type mémoriel, un événement mémoriel, ça c'est pour la France, et que de l'autre côté, l'on ait un événement de type historique. Le mot est juste pour ce qui est du côté allemand. Bref, ici, je vais essayer de voir rapidement dans la question des réalités diverses du centenaire, un petit peu des deux côtés de la frontière, et donc avec le cas mosello-alsacien. Alors, pour ce qui est de la France, je n'insiste pas du tout. Hein, je pense que tous les uns et les autres, vous savez tous un petit peu ce qu'il en est en France. La preuve, nous ici, de toute manière, on est dans le cadre de cette préparation UNESCO, mais aussi du centenaire. Cela étant, pour ce qui est de la France, 2-3 petites idées tout de même, sans vouloir être iconoclaste. Bien sûr, on dit en France assez naturellement que la Grande Guerre, oui, voilà, c'est une sorte d'évidence, que tout le monde s'y intéresse et tout ça. Personnellement, je suis quand même très très curieux de savoir quel est l'impact de la Grande Guerre, ou tout au moins du centenaire de la Grande Guerre, dans la Mayenne, au fin fond de l'Ariège, où il n'y a plus qu'un seul monument aux morts qui rappelle à ceux qui le regardent qu'il s'est passé quelque chose il y a un siècle. Hein. Bien sûr, la question, même si on est loin de l'ancien front, la question n'est pas pour tout le monde la même. Si l'on prend le cas de Marseille, par exemple, qui est un port important, bien sûr, la question est différente, parce que là, on peut réactiver des points de mémoire qui sont relativement enfuis, mais qui existent tout de même. Ou des régions comme Saint-Étienne, des régions industrielles, qui ont largement contribué à l'effort de guerre.
La question, elle vaut aussi pour des départements qui sont pleinement concernés, a priori, par la question du centenaire. Je prends au hasard un département qu'on connaît, la Meuse, par exemple. Je connais quand même nombre de Meusiens qui, si vous voulez, n'ont pas tellement envie d'entendre à nouveau parler de la Grande Guerre, d'être labellisé, encore une fois, comme une terre de... Ce matin, il y a la notion de terre de martyrs qui a été mise en avant. Eh ben, c'est quand même ce qui revient, et c'est pas toujours ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, pour la France de l'intérieur, entre guillemets, je n'insiste pas. En revanche, pour ce qui est de l'Alsace-Moselle, la question du substrat mémoriel, ça pose question. Et jusqu'à présent, on ne l'a pas abordé, ce n'était pas le propos, mais ça pose vraiment question. Parce que dans un atelier juste auparavant, on parlait de la LGV, etc. On ne sait pas trop ce qu'il y a eu, les monuments, qui, etc. Ben, ce n'est pas si anormal que cela, somme toute, quand on réfléchit, parce qu'on se rend compte que du côté, si je prends juste le cas de la Moselle, il y a quand même un petit hic historique. Je me suis amusé à aller voir le site de la préfecture de Moselle pour la question du centenaire. C'est très intéressant, à part qu'il est mort depuis novembre 2012, mais j'espère qu'il n'y a personne à la préfecture, mais bon, voilà. Et vous êtes accueillis par une magnifique image de poilus français. Très intéressant quand on sait que les gens qui étaient du cru, ils sont tous morts sous l'uniforme allemand. Je suis désolé, ça c'est une réalité historique, mais bien sûr, politiquement, c'est très difficile de mettre des casques à pointe, si vous voulez, en accueil sur la préfecture pour le centenaire, la préfecture de Moselle. Mais il n'empêche que c'est quand même la réalité historique. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment au contact de deux différences importantes. La question de la différence entre la mémoire et le sensible et l'histoire, qui est beaucoup plus froide, une sorte de, un peu on trifouille les cadavres et on leur fait dire ce que l'on veut. Hein, bah, la réalité historique si possible. Alors effectivement, l'Alsace-Moselle, ça pose un problème depuis le début. Hein, il y a eu une forme de lissage historique avec le retour à la France en 1918. Hein, et déjà là, les problèmes mémoriels ont commencé. Mais juste, j'ai détaillé beaucoup de choses, mais je vais très très vite là-dessus. Il faut quand même voir que si vous prenez le cas de l'Alsace-Moselle, vous avez environ 380 000 hommes qui ont combattu sous l'uniforme allemand, bien sûr, et environ 50 000 morts, sans parler effectivement des blessés, tout ce qu'on veut, etc. Et ces gens-là, si vous voulez, ils n'ont jamais pu, quelque part, trouver leur place dans la mémoire. Jamais, somme toute. Parce qu'en fait, certes, il y a eu des monuments aux morts. Ces monuments aux morts, on les connaît, ils sont différents ceux de la France, de l'intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr à nos morts, alors ça aussi il y a en France, hein, à nos enfants victimes d'eux. Les symboles qui apparaissent sur les monuments, ce sont essentiellement des symboles de type chrétien. Et, enfin, je fais très très court. Hein, et vous avez aussi la croix de Lorraine. Ces monuments, bien sûr, n'ont pas du tout... Il n'y a pas de poilus. Hein, il y a des petites choses, mais il n'y a pas de poilus, si vous voulez, qui apparaissent là. Ça aurait été un effet contre-mémoriel absolument terrible, tout un souvenir à l'époque, absolument édifiant. Mais il n'empêche que de tous ces gens, si vous prenez également le cas des disparus, qu'ont pu faire les familles de ces gens, de ceux qui avaient perdu un être, etc., qui étaient supposés morts mais disparus, et à qui demander l'état de la disparition. Impossible sur mon poste d'autorité française, et puis les autorités allemandes à ce moment-là, elles avaient bien l'autre chat à fouetter. Donc si vous voulez, là vous avez un creux. Alors, certes, c'est de l'histoire, c'est du passé. Tous les gens qui ont connu ça, la plupart sont morts. Je ne parle pas des gens, les enfants, etc. Beaucoup sont morts. Mais il n'empêche, il y a quand même des traces, parce qu'il y a une transmission familiale de ces questions-là. Et c'est peut-être pas un hasard si, en Moselle, il y a une forme de flottement, peut-être, par rapport à cette question si je prends le cas de la Moselle, de flottement par rapport au centenaire. Peut-être un petit problème de positionnement, hein, parce que d'un autre côté, ça serait outrancier de faire, la victoire, le poilu, etc., etc. Ça poserait un petit problème historique pour le coup. Hein. Ce malentendu, donc je l'ai dit, il se repose il existe depuis le début de l'entre-deux-guerres. Hein, et j'ai juste noté un fait précis. Par exemple, c'est pas un hasard si l'association des malgré nous a été fondée dès 1920, parce que déjà là, on sentait bien qu'il y avait un problème. Hein. Le processus mémoriel donc, dans cette région-là n'a pas existé parce que là je ne fais que dire des évidences, mais les morts de cette région, d'Alsace-Moselle, donc ils sont dans les cimetières militaires allemands. Imaginez donc la situation dans l'entre-deux-guerres pour aller voir nos morts, à expliquer aux gens du cru que vous êtes français actuellement, mais que vous allez voir votre fils qui est tombé sous l'uniforme allemand. Ça pose quand même quelques petits soucis à l'époque. Alors,
Pour ce qui est de, j'insiste pas davantage pour ce qui est de l'Alsace-Moselle, pour ne pas prendre trop de temps. Hein. Mais pour venir directement au cas de l'Allemagne maintenant. Alors l'Allemagne, bien sûr, d'un point de vue mémoriel, pour dire clairement les choses, l'Allemagne, la Grande Guerre, pardon, n'est pas leur guerre. Ça c'est très clair. Ça peut paraître très étrange, mais c'est une réalité. Certes, 2 millions de morts, des millions de blessés, des mutilés, des civils qui ont beaucoup souffert sur toute la durée de la guerre, etc. Tout à fait d'accord. Sauf que ce n'est pas leur guerre. Ce n'est pas une contre-vérité historique, ce que je dis là. C'est-à-dire, pour eux, historiquement, la Première Guerre mondiale est prise en compte, bien entendu, hein, mais ça n'a pas du tout le même impact parce que, on le sait aussi, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, d'un point de vue de la mémoire allemande, qui est vraiment la Ur-catastrophe, c'est vraiment une sorte de catastrophe originelle, pour traduire quasiment littéralement les choses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est surajouté à cette mémoire-là, et donc il a en grande partie effacé, ce qui fait que la Grande Guerre en Allemagne, elle existe bien sûr, mais elle est souvent dans les prolégomènes de ce qui va donner la Seconde Guerre mondiale. Et à travers cela, elle est vue. Je vais citer juste un historien que vous connaissez pour beaucoup, j'imagine, Gerd Krumreich, qui, en 2007, je crois, avait été interrogé sur la signification de la guerre en Allemagne. Je le cite, cette période n'évoque rien, ne réveille aucune émotion, à tel point qu'on ne comprend pas pourquoi les Français ont retenu le 11 novembre comme date pour commémorer l'armistice. Vous savez qu'en France, le 11 novembre aussi, ça ne s'est pas fait simplement. Enfin bon. Chez nous, le 11 novembre, c'est le début du carnaval. Voilà. Il y a déjà un décrochage ici. Cela étant, du côté des Allemands, bien sûr, la Grande Guerre elle a un sens, hein, mais j'insiste, c'est vraiment un sens historique. On pourrait parler de Verdun. Je ne vais pas insister, mais juste pour dire quand même que Verdun, pour les Allemands, certes, c'est un lieu d'histoire fortement chargé d'histoire, hein, mais d'un point de vue mémoriel, je veux dire, ça n'a pas le même impact. L'armée allemande n'a pas tourné de la même façon que l'armée française à Verdun, par exemple, et il n'y a pas de cimetière allemand à Verdun, déjà. Bon, ça pose aussi d'autres questions. Si on prend le cas, peut-être encore plus parlant, des derniers soldats de la Grande Guerre, on a évoqué ça très rapidement ce matin. Nicolas Offenstadt, il y a quelques années, a écrit dans l'histoire « Le pays a un héros, le dernier poilu ». C'est très intéressant dans le titre. Alors, effectivement, c'est intéressant de voir la comparaison lorsque sont disparus donc, ces derniers survivants de la Grande Guerre. Il y a eu Louis de Cazeneuve, il y a eu Lazare Ponticelli du côté français, et tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'État français qui s'est emparé, comme depuis le début de toute façon déjà, du souvenir et de la mémoire de ces anciens combattants. Vous savez très bien que, si je me souviens bien, Louis de Cazeneuve avait beaucoup hésité à accepter la Légion d'honneur, que Lazare Ponticelli ne voulait pas non plus d'honneur national. Bref, il y a quand même eu quelque chose. Et si on cite les paroles du secrétaire, de l'époque, quasiment du secrétaire d'État, il a cité concernant Ponticelli, il était de ceux parmi les plus braves qui ont tenu dans les tranchées et les casemates de la Grande Guerre la France à main nue jusqu'à l'armistice du 11 novembre. Bon, alors là, permettez-moi, on est quasiment dans le pathos habituel, je suis désolé, réel, bien sûr, mais enfin, là, on montre qu'on est quand même, on n'est pas du tout dans l'histoire, bien entendu, on est dans l'entretien de la mémoire. En Allemagne, que s'est-il passé? Eh bien, rien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Allemagne, c'est quasiment, intéressant historiquement, c'est quasi en même temps que vous avez la disparition des derniers anciens combattants de l'armée impériale. Et notamment Erich Kästner, qui est décédé le 1er janvier 2008, soit en fait 3 semaines avant Louis de Cazeneuve, par exemple. Et en fait, si je ne me suis pas trompé, j'ai essayé de regarder, ce n'est que 3 semaines plus tard qu'il y a eu un article, par exemple dans Der Spiegel, c'est quand même très intéressant, alors qu'en France, dès le lendemain de la mort de Louis de Cazeneuve ou de Lazare Ponticelli, il y a eu là le branle-bas national, c'est la France entière qui s'est mobilisée avec demande de minutes de silence. Je ne critique pas la chose, si vous voulez, je ne fais qu'un état des lieux et un constat. Hein. Et entre-temps, il y avait eu la mort en 2005 à Colmar de l'Alsacien Charles Kunz, qui était lui aussi un des derniers combattants de l'armée impériale, qui en a parlé, bien sûr, personne, et pas au niveau national. En revanche, du côté allemand, il avait été interviewé quelques mois avant sa mort par le Spiegel également. Hein. Alors, donc voilà, juste pour vous dire que le substrat mémoriel, déjà, il est bien sûr différent, et ça explique certainement que le centenaire lui-même ne peut pas avoir la même portée, la même incidence des deux côtés du Rhin. Ça ne veut pas dire que les Allemands ne s'y intéressent pas. Hein. La preuve en est, on va voir certaines choses. Du côté du centenaire, pour aller très vite, excusez-moi, mais j'ai combien de temps? Encore 5 minutes? 5 minutes, j'y rentre.
Alors, du côté du centenaire en France, bien sûr, l'État est fortement impliqué, les associations, et c'est très très bien, les communautés de communes, les communes, etc., les universités, tout le monde là est associé, et dans un grand mouvement d'ensemble qui, effectivement, a au moins l'avantage d'exhumer beaucoup de choses. C'est très bien. Il y a des choses aussi qui vont sortir en production filmique, très certainement. Je ne sais pas, je n'ai pas de connexion dans ce réseau-là, mais il y a des choses qui vont sûrement sortir, des documentaires, des sites internet, des films, et tout ce que l'on veut. Hein. Mais encore faudrait-il voir la qualité de ce qui va sortir. Hein. Et je soulignerai aussi quand même que, sans le critiquer, hein, ce n'est qu'un constat, qu'à chaque fois, j'imagine qu'au moins pour une partie de tout ce qui va se faire, il y aura la patte de l'État à l'arrière de tout cela pour essayer un petit peu de canaliser les choses. Ça n'existe pas non plus en Allemagne, bien entendu. Mais c'est aussi dû à la structure administrative et politique. Hein. Du côté allemand, on a à peine l'ombre d'un frémissement. J'ai trouvé ça comme formule. Hein. Vous avez des choses qui vont se faire en commun dans le secteur rhénan, hein, je ne vais pas tout vous détailler, je n'évoque ici que très rapidement les choses, des expositions communes qui vont être mises en œuvre, mais c'est intéressant, elles sont communes. Je ne connais pas l'origine, l'impulsion, j'aurais tendance à penser qu'elle est très française comme impulsion, mais bon, ça, il faudrait vérifier tout cela. Mais les Allemands, ils n'attendent pas le centenaire pour faire quelque chose dessus. En 1994, en 2004, il y a déjà eu, au musée historique allemand, de grandes expositions consacrées à la Grande Guerre. Et donc, en fait, on est dans une forme de lancée. D'autre part, quand on voit des expositions plus spécifiques, comme en Bavière, par exemple, au musée de l'armée, si vous voulez, en Bavière, en 1915, une grande exposition est dédiée à Napoléon et la Bavière. Vous savez, Napoléon, en Allemagne, ça occupe beaucoup plus de place que la Grande Guerre dans la mémoire collective, certainement. Hein. Bref, voilà, il se passe des choses en Allemagne de ce point de vue-là, mais ce n'est pas, il n'y a pas un mouvement d'ensemble et un grand élan national. Ce qui est intéressant, c'est si l'on interroge les nouveaux médias du côté allemand, notamment, on se rend compte qu'il y a bien des choses qui sont faites scientifiquement, historiquement. On tente de rassembler, de relayer des. Alors j'ai noté toutes sortes d'adresses de sites, je ne vais pas vous les dire, ça n'a aucun intérêt, hein, mais plusieurs sites qui rassemblent des données, des photographies, des témoignages, etc. Donc là, il y a vraiment une démarche historique, documentaire, mais qui n'est pas proprement allemande. Parce que c'est très intéressant, parce que souvent, en fait, les partenaires, ils sont internationaux, ils sont anglais, ils sont français aussi. Ce n'est pas proprement allemand. On est vraiment là dans une démarche internationale et universitaire et de fond, me semble-t-il. Pour finir, et après le centenaire. Bon, moi, je ne suis pas devin, ce qui va se passer au centenaire, on le verra bien. Hein. Après le centenaire, déjà, dans le cadre du centenaire, à mon avis, je le rappelle, c'est le cadre de ma profession quand même, c'est que les historiens ont quand même leur rôle à jouer pour que l'on ne tombe pas, pardonnez-moi l'expression, dans une forme de commémorite aiguë et qui, à mon avis, trouvera très très vite ses limites parce qu'on aura bien du mal à rassembler des gens de façon régulière autour de monuments, et ça n'irait de toute façon pas très très loin. Et je sais très bien que les gens qui pensent à animer la question du centenaire dépassent cette visée-là. Hein. Mais je dis ça parce qu'en fait, je suis toujours inquiet de l'utilisation de l'histoire par une société en quête de soi et d'identité. Hein. La récupération, c'est toujours quelque chose d'un petit peu dangereux. Mais après le centenaire, comment faire vivre tout ça? Mais ça prend ses racines déjà dans ce qui va se passer au cours du centenaire. Au cours du centenaire, des sites sont mis en avant, vont être mis en avant. Des associations mettent en avant, retravaillent, font ressurgir des espaces, des anciennes tranchées, allemandes notamment, qui étaient un peu plus solides, etc. Voilà, bon, très bien. Mais après, tout ça, ça apparaît complètement émietté sur l'ensemble du front. Moi, je m'interroge toujours en tant qu'historien et que visiteur aussi, sur l'intérêt de montrer le énième bout de tranchée de tel endroit. Bien sûr, humainement, c'est toujours dramatique pour les gens qui y sont morts, qui ont vécu, etc. Entièrement d'accord. Sauf que d'un point de vue purement historique, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt aussi de le montrer d'un point de vue touristique? C'est peut-être un petit peu iconoclaste, je ne sais pas, j'espère froisser personne, mais là, je pense que ça pose une question, parce que de toute façon, la question se posera financièrement parlant très rapidement. Les associations font un bon travail, oui, mais après, à terme, vous avez une génération, 2 générations de gens qui vont être très actifs et qui après, s'il n'y a plus le relais humain, tout ça, ça va disparaître quand même. D'accord ? Donc je pense que certainement, il faut réfléchir sur une forme de concentration et sur la forme de muséographie, scénographie que l'on veut donner à ces ensembles-là. C'est pour ça certainement que les nouvelles technologies offrent certainement là une entrée absolument fondamentale pour préparer déjà les visites sur les lieux. Ça me semble essentiel.
mais aussi pour donner une forme de vie, de corps à ce que l'on va voir et ce que l'on pourrait voir sur un site. Parce que somme toute, je ne sais pas si vous, la plupart d'entre vous, je me mets dedans bien entendu, soient tout à fait capables d'envisager ce qu'était le front, la profondeur du front, etc. Mais c'est quelque chose de très complexe dans sa structure. Ce n'était pas des belles lignes parallèles, etc. etc. Enfin, bon, c'est très très compliqué à envisager. Là, effectivement, les nouvelles technologies ont un rôle à jouer. Les nouvelles technologies pour la création de sites, l'utilisation de la 3D, certainement. On a parlé de LIDAR, de tous les bénéfices que ça engendre, et c'est très bien. Nouvelles technologies, toujours avec le web, bien entendu, qui vont mettre en avant des portails de témoignages. J'ai cité les Allemands, mais c'est vrai aussi en France. Des portails qui vont rassembler des photographies par milliers, des films, etc. Et donc, ils vont concentrer, justement, des documents et une mémoire de la Grande Guerre. Et c'est certainement par ce biais-là que l'on pourra permettre d'entretenir une mémoire qui, de toute façon, ne peut reposer que sur un substrat historique absolument sérieux. Cela étant, et juste pour finir tout de suite, pour ne pas manger le temps, je voudrais quand même évoquer que personnellement, à mon avis, l'entrée paysagère, justement, dans le cadre du centenaire et de l'après-centenaire, est une entrée qui est tout à fait pertinente, parce que c'est ça qui permettra aussi souvent d'amener plus de gens sur les sites. On parlait de chaussures, de randonnée tout à l'heure, ce matin, avec M. Weinstein, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est important aussi. On peut mêler le plaisir à la curiosité, c'est pas interdit. Hein. Mais une question s'ouvre, et là, elle est ouverte, parce que moi j'ai mon avis là-dessus, mais pour finir, donc, peut-on tout patrimonialiser? C'est vrai pour la Grande Guerre, c'est vrai pour d'autres périodes. À mon avis, non, on ne peut pas. De toute façon, le béton va se désagréger. Les tranchées françaises, pour la quasi-totalité, ont déjà complètement toutes disparu parce qu'elles n'étaient pas structurées de la même façon que les tranchées allemandes. Et de toute façon, on pourra verser toutes les larmes de crocodile que l'on veut. Ça, c'est la réalité, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pour ça, peut-être, qu'il faut utiliser d'autres moyens, d'autres médias. Et ne pas oublier, bien sûr, un média peut-être un petit peu ringard, mais qui, à mon avis, compte quand même, le livre. Voilà. Merci. Jean-Paul Amat, vous avez la parole. Bien, merci, Monsieur le Président de séance. Jean-Paul Amat, je suis professeur de biogéographie à l'Université de la Sorbonne et je travaille depuis longtemps sur ces questions du champ de bataille, de la patrimonialisation, de la protection, tant dans le domaine de ce qui nous intéresse aujourd'hui que de celui du centenaire. Alors, les impressions, pour tirer un bilan, si vous voulez, les impressions qui naissent de cette journée, pour moi, c'est le foisonnement créatif des projets, c'est l'entrecroisement d'interrogations thématiques, c'est la qualité des échanges entre des acteurs. Mais le tout pourquoi? Pour montrer avec force que ce projet de classement participe, à l'instar d'un incubateur, à développer des capacités d'initiative, d'innovation, qu'elles soient scientifiques, technologiques, économiques ou culturelles. Pour répondre aux 5 valeurs de l'UNESCO que rappelait Madame Damien ce matin, les paysages d'une part, les sites de mémoire d'autre part, doivent être des entités géographiques. Et là, je parle au nom de ma discipline, ou, comme l'écrivait Vidal de Lablache, des êtres géographiques dans son tableau de la géographie de la France 1911, c'est pour ça que je le cite, quand il disait en quel sens la France est-elle un être géographique, et il l'identifiait par l'action conjointe de 2 principes, le principe d'unité, le pays transcende la diversité de ses parties, le principe de permanence, une construction dans la longue durée de l'histoire. Principe d'unité et de permanence, nous les trouvons dans ce projet. Les entités, paysages et sites de mémoire, ont-ils une identité? Sont-elles identifiables par les acteurs du territoire? Des questions qui ont été sous-jacentes à ces 2 années de préparation et aujourd'hui. Pour être collectivement identifiable, l'identité doit autant être irriguée par un sentiment d'appartenance que susciter des actes d'appropriation. Il existe ainsi 2 noyaux identitaires d'essence géographique, le territoire et l'appartenance-appropriation. Alors, la démarche de classement, qui est collectivement identifiable, a légitimé l'attribution d'un titre « Champ de bataille de la Grande Guerre ». Il convient de montrer qu'elle a aussi engendré des territoires et qu'elle a justifié une dynamique d'appropriation-appartenance. Créer une territorialité d'appartenance relève véritablement une autre alchimie que celle qui est fabriquée dans les mortiers administratifs. La territorialité, telle qu'elle commence à être conçue dans la 2e moitié du XXe siècle, combine
un rapport à une entité géographique, certes, mais aussi, et c'est là que réside la principale nouveauté, à des représentations symboliques de cette entité, ce que de nombreux ateliers cet après-midi ont montré. Je vous propose un exemple concernant cette jeune entité territoriale qui est la communauté de communes, créée en 1992. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, comme le dit la loi et l'article 5214 du Code général des collectivités territoriales, un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Je prends un exemple qui est la communauté de communes du Pays du Coquelicot. Elle rassemble dans la Somme 67 communes, 488 km², 28 249 habitants en 2008. Je fais un petit tour sur Wikipédia et je lis ceci. Cette communauté de communes s'appelait Communauté de communes de la région d'Albert-Hacheux en Amiénois et Bray-sur-Somme, avant l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2004. Autrement dit, un trop-plein de territoire pour un néant total d'appartenance-appropriation. La communauté de communes prit en 2004 le nom de Pays de Coquelicot, appellatif qui rappelle, je cite, dans le texte, « Le territoire de la communauté se trouve au cœur du territoire de la bataille de la Somme de 1916 ». Notons d'ailleurs cet emploi répété du mot « territoire ». Alors, par la grâce, sans doute, d'un plan média audacieux, cette communauté de communes s'est dotée d'une nouvelle identité, autrement riche de sens et plus à même de porter ou d'impulser la coopération. Il est à remarquer que l'appellatif territorial a aussi subtilement changé et à communauté de communes s'est substitué le pays. Le pays, lui, le terme est aussi un vieux porteur d'identité transscalaire. Je vous propose encore Vidal de la Blache qui termine ainsi un petit chapitre sur le pays meusien. Ce petit pays digne et fier n'en a pas moins rempli ses destinées en scellant l'union intime entre la Lorraine et la France, et nous sommes en 1911. Un pays, d'après la LOADDT de 1999, la loi Voynet, est constitué de communes ou de groupements de communes et forme un territoire de projet. Cette notion de projet, nous l'avons vu apparaître dans 2 ou 3 ateliers aussi cet après-midi, fondée sur une volonté locale et caractérisée par une cohésion géographique, économique, culturelle et sociale. Ce territoire détermine sa stratégie de développement. Depuis 1999, la loi Voynet après la loi Pasqua, les enjeux de développement durable sont intégrés au projet de pays. Ainsi, derrière l'appellatif Pays du Coquelicot, s'affirment des projets et des objectifs historiques, culturels, naturels aussi, sur la biodiversité par exemple, et économiques, l'aire de chalandise. Pourquoi d'ailleurs ne pas avoir appelé ce pays le pays du Popi ? Ça aurait été plus net encore vis-à-vis de l'essentiel ou une grande partie de la fréquentation. Ce Popi qui inspira lui-même le logo de l'historial de Péronne et celui des circuits du souvenir dans la Somme. Et le bleuet, de la même façon, celui des itinéraires du souvenir sur le chemin des Dames, par exemple, une grande réussite du cheminement de 2008 sur le chemin des Dames. Autre réflexion dans cette conclusion, l'expression « construire l'avenir des paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre » sous-tend que l'avenir a aussi une histoire. Et cette histoire de l'avenir peut-elle aider à construire justement cet avenir ? La guerre fut un aléa qui frappa des sociétés rurales et urbaines diversement vulnérables, puissance économique avant-guerre, dynamisme ou stagnation démographique, etc. Les vulnérabilités sociales ont été évaluées a posteriori par les faits que la reconstruction a révélés. Les paysages de la Grande Guerre sont nés des actions et attitudes des sociétés pour gérer les destructions, des attitudes exprimées d'abord durant la décennie dite de R majuscule reconstruction. Ces sociétés locales ou régionales, pour tous les belligérants, ce qui introduit une autre dimension au projet, révélèrent des capacités d'adaptation, au sens où le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a défini cette notion de capacité d'adaptation, afin d'atténuer, adaptation pour atténuer les effets néfastes ou exploiter des opportunités bénéfiques. L'aléa réalisé sous forme de catastrophe, la guerre,
rompit sur le front les fonctionnements des sociétés et des territoires, entraînant une déstabilisation puis des bifurcations dans les écosystèmes et dans les ethnosystèmes. Au sortir de la guerre, les paysages matériels et immatériels, et pensons au film d'Abel Gance par exemple, sur la levée des morts sur le champ de bataille de Verdun, construisaient une géographie du temps zéro. Alors, cette géographie était fonctionnelle, elle s'exprimait sur plusieurs registres, un registre biophysique, un registre écologique, démographique, économique, destruction d'infrastructures, de superstructures. Cette géographie était aussi territorialisée et, on le sait bien à travers la charte d'adhésion, une des clauses d'adhésion de l'association Paysages et Sites à ce projet, qui est l'adhésion, l'existence sur le territoire départemental de la zone rouge. Territorialisation à travers la zone rouge, qui fut finalement la cartographie empirique d'une grille quantifiée d'indicateurs de destruction naturelle et humaine. Face à cette rupture majeure, les sociétés, à toutes les échelles d'organisation, développèrent des stratégies d'adaptation, d'innovation, qui ont conduit à des réorganisations territoriales partielles qui font l'objet et l'essence, plutôt l'essence plus que l'objet, des paysages actuels. Et ce sont les facettes de ce processus de réorganisation qu'il convient d'exprimer dans le dossier de classement. Et cela, au moins, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui des fluctuations de l'organisation territoriale du front. Intra-urbain, interurbain, villages, routes, l'émaillage, les communes, certes qui ont disparu, parce qu'il en est disparu, d'autres ont été rassemblés, regroupés, les parcellaires, les pôles urbains, les villages. Ces combinaisons, toutes ces combinaisons, engendrèrent des trajectoires de la restauration. Voilà un terme qui est assez intéressant et qui est utilisé couramment aujourd'hui dans la réflexion géographique, la révélation ou l'analyse de trajectoires et de types de trajectoires par synthèse des trajectoires individuelles. Milieux naturels, ce sont des trajectoires spontanées ou des trajectoires assistées, les forêts, la création des forêts par exemple, comme les trajectoires des milieux agricoles et urbains. Cette notion semble essentielle et elle devrait faire l'objet d'une appropriation par ce projet. Le deuxième niveau, j'accélère un peu, le deuxième niveau, c'est celui que j'appellerais de la capacité d'innovation territoriale. C'est-à-dire que la guerre a créé, je prends cette expression un peu à dessein, a créé une liberté territoriale sur le champ de bataille. Cette liberté territoriale a été offerte par deux lois. La première, la loi d'avril 1919, réparation des dommages causés par les faits de guerre, c'est le rachat des terres, appelé aussi l'expropriation ou le gel des terres. La deuxième loi, c'est la loi de 1924, qui crée, les zones rouges pour l'achat, puis les zones bleues, jaunes, etc., qui ne faisaient pas objet de rachat direct. Puis la loi de 1924, dite loi sur le classement des terres expropriées, qui groupe trois catégories. En première catégorie, des terrains susceptibles d'être remis en état de culture plus ou moins complète et qui seront par vente aux enchères, qui ont été par vente aux enchères restitués à leurs propriétaires ou autres. La seconde, des terrains non susceptibles d'être mis en culture et destinés à être boisés en vue de la reconstitution de forêts domaniales. Et la troisième, la plus petite, concerne des terrains, j'ouvre les guillemets, destinés à être classés comme vestiges de guerre ou transformés en camps d'instruction militaire. Deux exemples. La Meuse, zone rouge, 19 536 hectares. Première catégorie, vente aux enchères, 2 442 hectares. Deuxième catégorie, expropriation définitive, passage aux eaux et forêts, 15 500 hectares. Troisième catégorie, 1 594 hectares. Je prends la somme par comparaison. 28 000 hectares de zone rouge, ça nous a été rappelé dans un des ateliers tout à l'heure. Sur ces 28 000 hectares, 27 500 ont fait partie de la première catégorie. C'est-à-dire que dès la fin de la décennie de la reconstitution, les paysages de la guerre, les sites de la guerre, ne pouvaient pas être, la géographie de la guerre, ne pouvait pas être identique selon que l'on fût dans l'est et l'est du front ou dans le nord jusqu'à la Flandre. Les conséquences, ce furent de nouvelles dynamiques végétales, sociétales, du foncier au bâti, et la naissance de nouveaux territoires, de nouveaux paysages.
des paysages chargés plus ou moins de résilience, ce que en écologie, bien avant Boris Cyrulnik et puis sa résilience humaine, en écologie, la capacité d'un système à retourner à un état d'équilibre stable suite à une perturbation exogène, ici la guerre. Ceci associé à la loi de 1930 sur la préservation des monuments naturels. Nous en avions eu une explication tout à l'heure. Ces trajectoires continueront après le centenaire. Elles seront peut-être activées, développées, des bifurcations, des renforcements, mais elles continueront après le centenaire. Je ne développe pas là-dessus. Laurent vient de faire tout à l'heure une référence à ceci. Dernière remarque, et c'est la conclusion, ce projet de classement doit tout son sens à un terrible engagement humain qui prend en compte autant les patrimoines mémoriels que l'aventure des milieux naturels, ce que nous a rappelé Anne Herzog tout à l'heure dans un atelier. Cette aventure, c'est celle de la mise sur pied sur le plan européen et le classement à l'UNESCO. Ce projet n'est-il pas d'essence européenne aussi? C'est le projet des sites Natura 2000. Le corridor de la Meuse est calqué sur les deux zones rouges de la rive droite et de la rive gauche au titre de la protection des habitats et des espèces. Les espèces, j'en prends deux pour exemple, le coquelicot évoqué tout à l'heure, espace qui relève de la biodiversité ordinaire et de l'exceptionnalité mémorielle, ou celle, et je terminerai par cet ami commun à tous ici, le sonneur à ventre jaune, qui est un batracien. Ce sonneur est sous protection intégrale en France par l'arrêté du 16 décembre 2004. La géographie actuelle de cette espèce de batracien, classée vulnérable sur la liste rouge des espèces protégées, est, pour une part, l'enfant d'une zone rouge, celle léguée par une catastrophe dans l'histoire des hommes. Voilà quelques réflexions conclusives pour avancer sur ce sentier, sur ce chantier de l'inscription, en relation évidente avec les collectivités territoriales, les associations et les populations. Je vous remercie. Je vais aller à vitesse. Bien, merci beaucoup. Merci à M. Jalabert, merci à Jean-Paul Amat pour cette conclusion. Vous voyez qu'on peut parler aussi de l'UNESCO en montant dans l'histoire, dans l'universitaire et également dans la géographie. Il y a dans le dossier que nous menons une vision qui doit être aussi à la fois la vision territoriale, la vision des actions sur le territoire, mais aussi la vision nécessaire de la recherche historique et de la confrontation géographique. Alors, tirer des conclusions, ça va être très vite fait. Moi, j'avais un ministre que j'adorais, personne ne s'en souvient plus, c'est Léo Hamon, qui a été ministre du général de Gaulle. Il disait « Je suis le seul capable de tirer des conclusions de colloques auxquels je n'ai pas participé ». Donc, comme je n'ai pas participé beaucoup aux ateliers, je vais tirer rapidement des conclusions. Ça, j'adorais cette phrase. Alors, je vais vous dire 2-3 choses. D'abord, on va parler quantitatif. Ce matin, nous étions 300. Nous sommes restés plus de 170 dans les ateliers. Ça, c'est une réussite. Je ne vous cache pas que j'avais peur pour cet après-midi. Je me disais, il fait très beau, on est un samedi, on est à Paris. Merci à vous tous. Votre présence ici montre l'intérêt de ce dossier, montre la passion de ce dossier. Merci. 19 intervenants dans les 4 ateliers et intéressant sur la répartition de ces intervenants. J'ai noté que sur nos 19 intervenants, 10 représentaient des associations patrimoniales, ces fameuses associations qui vont être, je veux dire, à la manœuvre après le centenaire. 2 représentaient des offices de tourisme, et on sent bien là le pari de la mise en tourisme de ces territoires. Puis il y avait 5 représentants de l'État. Excusez-moi, je mets les universitaires dans l'État, c'est pas très bien, mais enfin. Bon, ce sont des États autonomes avec les universitaires. Mais nous avions l'Adréal, nous avions l'archéologie avec une excellente intervention. C'est quand même l'État, je le rappelle. Et puis, nous avions également la présence d'élus territoriaux. Alors, les thèmes de ces 4 ateliers ont permis d'envisager un panorama complet des questions qui se posent pour la gestion et l'entretien des sites.
Alors, je ne vais pas reprendre ici, je vous l'ai d'autant plus dit que je ne fais qu'un passage dans chaque atelier. Mais on a bien vu que les questions qui ont été posées montrent les exigences auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. D'abord, répondre aux menaces. Et l'intérêt de l'intervention de M. Jalabert, je voyais Oradour quand vous étiez en train de parler. Vous allez voir pourquoi je passe à Oradour 39-45, parce que les ruines d'Oradour sont en train de s'écrouler. Et gérer des sites mémoriels, même patrimoine historique, est classé par le ministère de la Culture. Lorsque ça s'écroule, c'est un réel problème. Donc nous devons d'abord voir et étudier les menaces sur ce patrimoine. Alors les menaces, c'est d'abord l'atteinte du temps. Vous l'avez vu et entendu pendant ces ateliers, mais c'est aussi l'atteinte des hommes. Vous ne savez pas, l'une des plus grandes peurs que j'ai pour le centenaire, c'est simplement le vol. C'est très simple. Nous sommes dans une période libérale, tout a un prix. Plus nous parlerons du centenaire, plus les objets de 14-18 vont avoir de la valeur, plus les détecteurs à métaux vont fonctionner, et plus il y aura du vandalisme et des vols dans un certain nombre de lieux et de champs de bataille. Nous allons là un véritable problème qui s'appelle la menace du centenaire. On n'en parle pas beaucoup, vous verrez ce que je vous dis, nous allons être confrontés réellement à ce problème et c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Je vais y revenir et que l'UNESCO nous prendra également en compte. Mais c'est aussi la menace, c'est la nécessité de lutter pour la défense de l'environnement. Jean-Paul Amat vient de vous le dire, il n'y aura pas d'inscription sur le patrimoine mondial de l'UNESCO s'il n'y a pas ce croisement entre histoire et environnement. Et ce croisement entre histoire et environnement est une obligation pour nous, est une exigence fondamentale et nous devrons le faire. On a parlé des forêts, Jean-Paul est un grand spécialiste de ces questions, mais nous devons également envisager le sonneur au ventre jaune. Et alors, je dis toujours, et les chauves-souris. Je vous rappelle que les deux meilleurs sites de France pour les chauves-souris sont le fort de Daumont et le fort de Vaux. C'est là où il y a le plus grand nombre de chauves-souris en France. Vous voyez bien que c'est directement lié aussi à l'environnement de 14-18. Nous devons répondre également, quand on veut lutter contre ces menaces, sur la nécessité d'inscrire pleinement l'ensemble de nos territoires dans les outils de protection. Ces questions ont été évoquées, les protections aujourd'hui sont diverses, et vous savez bien là aussi que l'UNESCO nous forcera à nous inscrire dans les systèmes de protection. Nous devons également définir une véritable politique de valorisation. Vous avez vu ces sujets sont importants, mais il est clair, je vous le dis, je vais le dire très doucement, que dans 10 ans, nous ne pourrons pas avoir chacun notre signalétique routière sur 14-18 dans les 12 départements, voire un peu plus. Il est clair que nous serons confrontés à un problème de signalétique routière. Vous voyez que je vais très bas, moi, hein. Je suis ras des territoires. Il est clair que nous serons confrontés à une politique de signalétique routière pour l'ensemble des champs de bataille. Ne croyons pas qu'on aura d'un côté la signalétique de la Meuse, de l'autre côté celle de la Somme, et puis celle de l'Aisne, puis celle du Nord. Ce n'est pas vrai. Ces questions, sont devant nous. Enfin, les grandes questions de la transmission aux jeunes générations, sujet important. Je le dis d'autant plus que, attention, le grand moment des grandes visites scolaires sur tous les champs de bataille, contrairement à ce que nous pensons, il va être très fort avec le centenaire. Ça va être énorme, le centenaire. Je donne toujours cet exemple que nous a donné le ministre britannique du centenaire, qui nous annonce 350 000 scolaires britanniques dans la Somme en 2016. Il y a là un investissement de nos amis anglo-saxons, pas des Allemands, ça vous avez raison, anglo-saxons, les Britanniques, les Canadiens, les Australiens. Il va y avoir un nombre de scolaires impressionnant sur les champs de bataille. Le problème, j'attire votre attention, c'est 2019 et 2020. Nous avons un risque important, d'où la nécessité d'une véritable politique de transmission qui nous soit commune et qu'il y ait un travail de partenariat. Alors, ces exigences, il faut nous donner les moyens d'y répondre. Alors, la réponse
je n'ai pas la prétention de dire que c'est le Graal que nous avons trouvé, ça y est, on l'a trouvé. Mais nous pensons qu'en effet, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est une réponse, et une bonne réponse à l'ensemble des questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit ce matin très rapidement, je vous ai dit, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est aussi la réponse pour les acteurs mémoriels d'aujourd'hui. Nous avons par là même une réponse unique qui permettra à tous les acteurs mémoriels de s'inscrire dans une même action, dans un même cadre. Mais je souhaite également vous dire quelque chose sur le centenaire lui-même, que je ne vous ai pas dit ce matin. Le centenaire qui arrive devant nous, qui est assez exceptionnel, ça va être la multiplication des initiatives. Vous le savez dans vos départements, vous le savez partout. Un nombre d'initiatives colossal, si j'employais un mot un peu allemand, un nombre d'initiatives colossales. Le problème, c'est qu'il faut à tout prix garder, à travers ce nombre d'initiatives, un certain nombre de décisions, de mesures, de grands dossiers qui soient des dossiers qui nous lient les uns aux autres. Et ces dossiers, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a, je ne vais pas le développer ici, c'est mon dada, c'est la mise en ligne des états signalétiques et des services des combattants, 8 500 000 fiches, qui permettront de lier la mémoire de l'ensemble des Français. Et puis, il y a l'UNESCO, qui nous permettra de converger dans la même ambition, les mêmes ambitions territoriales, les mêmes ambitions de mise en valeur des sites. C'est un véritable fil rouge du centenaire, et c'est pour cela que nous nous battons, et c'est pour cela que cette association existe. Alors, je termine simplement par cette association. Vous l'avez tous compris, c'est une petite association. Ce n'est pas une grosse association, c'est une petite association faite de volonté, une petite association qui s'enracine dans les conseils généraux, dans 12 conseils généraux, même si certains ne payent pas, mais nous sommes généreux. Ça, je ne devrais pas le dire. Hein. Bon, alors, donc, voilà, je l'ai quand même dit. Alors, nous sommes enracinés dans 12 conseils généraux qui partagent une volonté commune, une petite association. Nous sommes confrontés, et c'était le but d'aujourd'hui, de notre rencontre, nous sommes confrontés à l'obligation de faire supporter notre action par le plus grand nombre de Français. Nous ne gagnerons pas l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO si nous sommes seuls. Là, je suis très gaullien, et nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas seuls, tout simplement parce que pour gagner cette inscription, nous avons besoin du maximum de personnes autour de nous, du maximum d'associations autour de nous. Donc, j'en appelle à vous tous et à vous toutes. Il y a pour nous une obligation de nous rassembler au très grand nombre, car nous ne passerons pas le dossier si, quelque part, à l'échelon du ministère de la Culture française, ça c'est pour l'inscription sur la liste indicative française, qui se jouera entre septembre 2013 et janvier 2014. C'est là que va se jouer l'inscription sur la liste au patrimoine français. Et puis, bien évidemment, pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous ne gagnerons pas si derrière nous, il n'y a pas un vrai mouvement d'adhésion. Donc, merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir participé à cette journée. On a besoin de vous. On continue avec vous. Merci.